Radio. Les Français parlent au français. Et oui, et nous sommes aussi à Londres, il y a exactement un peu plus de 80 ans, et dans quelques instants, c'est Pierre Dac. Sud Radio, la culture dans tous ses états, André Berkoff, Céline Alonso. Comme l'a dit un jour le général de Gaulle, la France n'était pas ce qu'elle est, c'est-à-dire la France, où les Français seraient des étrangers. Si, comme l'a dit également, à peu de choses près, et un autre jour, le général de Gaulle, les choses étaient autres que ce qu'elles sont, c'est-à-dire ce qu'on voudrait qu'elles soient. Il s'en trouvait encore pour regretter qu'elles ne soient plus ce qu'elles étaient. L'heure tant souhaitée de la paix universelle sonnera au clocher de Notre-Dame de Bonne Nouvelle quand les cartes d'état-major seront remplacées par des cartes de visite d'état civil. Pas de mal à la veille. En politique, parler pour ne rien dire et ne rien dire pour parler sont les deux principes majeurs de tous ceux qui feraient mieux de la fermer avant de l'ouvrir. Et oui, Pierre Dac avait tout dit, André Berkoff. Ses pensées restent et sont éternelles. Et aujourd'hui, 3 jours avant le 50e anniversaire de sa mort, nous allons rendre hommage à celui qui disait, André, la mort n'est qu'un manque de savoir-vivre. Et voilà, c'est le génie de la langue française que certains persistent à sous-estimer. C'est terrible. Et oui, on est très heureux d'ailleurs d'accueillir Jacques Pessis pour parler de Pierre Dac. Et je dois dire, très franchement, quand il y a maintenant 8 ans, a commencé cette émission de Berkoff dans tous ses états, j'ai tout de suite pensé effectivement à Radio Londres, au générique de Radio Londres, et qui était l'un des Berkoff. J'ai Radio Londres, et qui sonne les célèbres. Et lui, c'est le 50e anniversaire, ou presque, de sa mort. Eh bien, les pensées de Pierre Dac au Cherche Midi, Pierre Dac, l'os à moelle avec logographie aux éditions Omnibus. Et on est très heureux, Céline, d'accueillir l'héritier spirituel. C'est vrai, le testamentaire. L'homme avec Pierre Dac, et il a eu raison de le faire, Jacques Pessis. Et juste un mot pour ajouter, mon prof, on pourrait faire 3 heures d'émission là-dessus. J'aime beaucoup. La télévision est faite pour ceux qui n'ont rien à dire, tiennent absolument à le faire savoir. C'est tellement vrai. Les bons crus font les bonnes cuites. Oui, c'est vrai aussi. J'en suis témoin et presque victime. À quoi servirait l'intelligence si l'imbécilité n'existait pas? C'est très juste. Et enfin, c'est pour Dupond-Moretti, un accusé est cuit quand son avocat n'est pas cru. Et oui, et sa citation la plus courte, André, est « Idiot cherche village ». Et la plus belle, je dirais que c'est celle-ci, si active qu'elle soit, la police ne parviendra jamais à arrêter le temps qui s'enfuit. C'est philosophique, ça. Exactement. Philosophique. 50 ans après sa mort, le maître de l'absurde n'a pas dit son dernier mot. On en parle dans un instant sur Sud Radio avec Jacques Pessis, son légataire universel et biographe. Radio avec légataire Radio. En matière de politique sociale, les pouvoirs publics disent il faut s'entendre pour se mettre d'accord. Le patronat de droit divin dit non. Le jeune patronat dit oui. Le contrat social des conventions collectives dit il faut voir pour se rendre compte. Les centrales syndicales disent c'est tout vu, les comptes sont rendus. Et la classe ouvrière dit merde. Celui qui dans la vie est parti de pas grand-chose pour en arriver à rien, n'a de merci à dire à personne. Si un bon averti en vaut deux mauvais avertis ne veulent pas grand-chose. À l'éternelle question, qui sommes-nous? D'où venons-nous? Où allons-nous? Je réponds, de 6 mois, je viens de chez moi et j'y retourne. Et oui, quelques pensées de Pierre Dac sur Sud Radio. Et pour parler de ce génie de l'absurde, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Jacques Pessis, qui est son légataire universel et son biographe. Bonjour à vous, Jacques. Bonjour Céline, bonjour André. Alors je rappelle quand même, et tout le monde le sait, tous les auditeurs de Sud Radio le savent, vous êtes journaliste, scénariste, réalisateur et surtout donc animateur des Clés d'une vie du lundi au jeudi à 21h sur Sud Radio. Alors Pierre Dac, effectivement, il a fait rire des générations
nation entière, il continue de le faire. Mais rappelons qui il était, Jacques Pessis. Et Pierre Dac, au départ, s'appelle André Isaac. Il est fils d'un boucher et d'une femme dont les parents étaient marchands de chaussures à Chalon-sur-Marne, Chalon-en-Champagne aujourd'hui. D'ailleurs, il a souvent écrit au maire de la ville en disant, étant donné mes origines juives, j'aimerais que Chalon-en-Champagne soit rebaptisé Shalom en Champagne. Il n'a jamais eu la moindre réponse. En fait, il est au départ, il cherche à faire du violon, à faire d'autres choses, ça ne marche pas. Et puis il part à la guerre de 14. Et à la guerre de 14, il va être blessé à 2 reprises. On va lui arracher notamment 12 cm de bras gauche à cause d'un éclat d'obus qu'il a reçu pendant la bataille de Champagne. Et au retour, il ne sait pas quoi faire. Et puis, avec son père qui était boucher, qui employait le langage des louchébèmes, il faisait plein de plaisanteries. Et c'est comme ça qu'il a eu l'idée de commencer à écrire ses premières pensées. Et il va débuter le 6 octobre 1922 dans un cabaret parisien de Montmartre, La Vache Enragée. Il s'appelle André Isaac, c'est pas vraiment un nom de scène. Ouais. Et comme c'est un chansonnier d'actualité, il devient Dac. Et qu'est-ce qui peut coller avec Dac? Pierre Dac. Eh oui, et dès ses débuts... Ah oui, il est chansonnier d'actualité. Exactement. C'est extraordinaire. Et dès ses débuts, le succès est assez immédiat, Jacques Pessis. Total, parce qu'en fait, il est à l'inverse des chansonniers qui, à l'époque, Jacques Martin l'a montré 1000 fois à la télévision, viennent avec un petit papier et un résumé de l'actualité du jour. Lui, il est au fond de la scène et il débite ses premières pensées que nous avons entendues. Et tout de suite, il invente une forme d'esprit, il devient le roi des loufoques. Et c'est le début d'une longue carrière où il va être le maître du genre. Eh oui, alors écoutons une de ses célèbres chansons reprises par les 4 Barbus, qui était un groupe très connu dans les années 50. Lorsque sans parti pris, on établit le bilan d'humanité d'aujourd'hui. Il devient limpide comme un clair de lune et lumineux comme un clair de Notel. C'est pas de sitôt que les hommes seront frères et que malheureusement au contraire, nous vivons à présent sous le signe affligeant de la haine et de ses affluents. C'est triste et déprimant. Il y a de la haine partout, il y a de la haine tout autour de nous, surtout partout. Et oui, cette chanson, Jacques Pessis, date de 1935 et elle est d'une telle actualité, c'est incroyable. Complètement, et les 4 Barbus qui étaient les concurrents des frères Jacques l'ont reprise en 1950. Et pendant la guerre, lorsqu'il était encore dans la zone libre, Pierre Dac a chanté cette chanson devant des Italiens et des Allemands qui n'ont pas vraiment appris. Et la tyrolienne haineuse, on n'a pas la haine. Oui, il a ajouté le chant d'allégresse en disant « J'ai la joie triste quand je vois ce qui se passe en France ». Ah oui, extraordinaire. Il était déjà très connu dans les années 30. Mais il a été connu dès 1922. Oui. Et dans les années 30, il a été le pionnier de la radio. Il a inventé les premières émissions d'humour à la radio, à la TSF. Ça s'appelait la SDL, la Société des Loufoques. Un clin d'œil à la SDN, qui était la Société des Nations, l'ancêtre de l'ONU. L'ancêtre de l'ONU, c'est ça. Et il avait créé la fameuse Académie des travailleurs du chapeau, oui. C'est ça, sur Radio Cité à l'époque. Oui, qui était le premier poste libre privé d'avant-guerre. Ah oui, c'est Bleustein-Blanchet, non, déjà non. Radio Cité Bleustein-Blanchet, et ensuite il y a eu qui était avenue des Champs-Élysées, ouais. Et il y avait le Poste parisien, le concurrent avec le journal Le Parisien, qui était au 116 Champs-Élysées, dont les locaux vont être récupérés par Radio Paris pendant la guerre. Et oui, et c'est sur cette radio, le fameux Poste parisien, qu'il crée en 1937 la fameuse course au trésor, donc, et cette fameuse Société des Loufoques. Oui, et la course au trésor, c'était un jeu qui consistait à rapporter le plus vite possible des objets totalement délirants. Une lentille farcie, un poisson rouge dans un bocal de vin blanc, une saucisse autour du cou. Et il y avait des émeutes sur les Champs-Élysées. Ah ouais. La police devait intervenir parce que tout le monde voulait se battre pour gagner une bouteille d'apéritif. Ah oui, tout le monde participait, quoi. Tout le monde, c'était un jour, on a même cru qu'il y avait une manifestation d'extrême droite et la police est intervenue et a vu tous ces gens-là et ça a fait beaucoup rire. Et oui, c'est à cette époque qu'il créera aussi la Nuit des Loufoques et tout. Parlons à présent de l'Os à moelle qui a été lancé donc en 1938, qui deviendra petit à petit un journal très engagé politiquement, mais au départ, il faut le préciser, c'était vraiment très satirique surtout. Oui, on propose à Pierre Dac de faire un journal, il dit, on va l'appeler l'Os à moelle. Pourquoi ? C'est lui qui a eu l'idée, oui. Et pourquoi dit l'éditeur ? Pourquoi pas ? Voilà. Et c'est né comme ça. Et c'est un hebdomadaire qui était contre tout ce qui est pour et pour
pour tout ce qui est contre, organe officiel des loufoques, et il a inventé un genre, parce que dans le Samoal, il y avait les éditoriaux, les grands reportages, les courriers du cœur, mais il y avait les petites annonces. Il a été le premier à faire dans la presse des petites annonces, et aujourd'hui, toutes les générations reprennent ce principe. Et oui, et il faut le préciser, elles étaient complètement fantasques. Par exemple, on pouvait lire ce genre d'annonce: musulman cherche roue voilée pour le vélo de sa femme, supermarché cherche vigile, l'ancien est parti avec la caisse. Voilà. Et il y avait aussi femme de ménage particulièrement pieuse, demande place dans institutions religieuses pour regarder ménage se faire tout seul par l'opération du Saint-Esprit. C'était formidable. Et ça a été un immense succès. Quelle était la fréquence du journal? Hebdomadaire. Hebdomadaire, et tous les jeudis, dans les cours de récréation des lycées, on lisait le Samoal. Le tirage, les ventes, c'était de 400 000 exemplaires. Vous imaginez 400 000? Ça fait rêver toute la presse écrite d'aujourd'hui. Exactement. Et ça a été un immense succès jusqu'au début de la drôle de guerre. Et oui, parce qu'effectivement, donc ce journal devient un journal vraiment politique. Pierre Dac s'engage contre Hitler quand la crise des Sudètes débute, et ses positions vont lui être fatales. Jacques Plessis, que va-t-il se passer exactement? Effectivement, on a repris dans ce recueil de Le Samoal qu'on a fait des textes où on se rend compte qu'il attaque Mussolini et Hitler de façon insensée. Donc, quand les Allemands entrent dans Paris, il est le premier sur la liste à partir, se retrouver en prison. Et donc, Henri Janson l'avertit et il quitte Paris juste avant l'arrivée des Allemands. Il va se cacher en Bourgogne, et là, il n'entend pas l'appel du général de Gaulle, mais il en entend parler. Et il décide que son devoir, c'est de rejoindre la France libre. Il va mettre 3 ans et demi pour arriver à Radio Londres. Mais il pensait rejoindre Londres dès le départ. Dès qu'il a entendu l'appel de Gaulle, il dit: je dois y aller. Malheureusement, en 40, il y a 7000 Français libres, c'est rien. Donc, il va falloir faire un trajet insensé. Il doit passer par l'Espagne et le Portugal. Malheureusement, il monte les Pyrénées en plein hiver. Et il dira d'ailleurs plus tard, si Louis XIV s'était farci comme moi, il n'aurait jamais dit il n'y a plus de Pyrénées. Il se retrouve en prison, et il va faire 3 prisons espagnoles pendant 18 mois avant de pouvoir partir à Londres. Et oui, et donc le 30 octobre 1943, il rejoint l'équipe des Français qui parlent au français sur la BBC, et il multiplie les attaques donc contre l'occupant. Écoutons-le. Une année finie, l'autre commence. L'un après l'autre, les mois s'avancent, apportant dans leur cortège bleu la promesse de jours plus heureux. Et pendant que la victoire s'apprête à revêtir ses habits de fête, le voile noir des désastres s'étend, oui, sur le Reich et ses derniers amis. C'est la complainte des nazis, le crépuscule avant la nuit, qui met au cœur des hitlériens l'âpre terreur du lendemain, et l'exprime par ses accents. Oui, c'était le premier qui a pris des chansons, des mélodies connues. Et là, il faisait les paroles. C'était une parodie de la romance de Paris, effectivement. Il restera sur Radio Londres jusqu'en août 1944. Il écrira plus de 80 éditoriaux et chansons fustigeant donc Pétain, les collabos et les occupants. Comment a-t-il été accueilli à Londres, et a-t-il pu rencontrer De Gaulle alors? Alors, il a été accueilli à Londres par Jacques Duchesne, qui était le patron de Radio Londres, qui lui a dit: mais si vous êtes venu en vedette, c'est pas la peine. Pierre Dac s'est mis en colère. C'était un test, justement. Et il a adapté son humour loufoque à la politique. Et ça a été un gros travail. Et il a enregistré ses chansons et ses sketchs dans un studio à 20 minutes de Londres. Et un jour, il prend un taxi et il y a des bombes autour. Et le chauffeur de taxi est un peu en lui. Le Blitz. Et Pierre Dac, à la fin, dit: on l'a échappé belle. Et le chauffeur de taxi anglais fait oui, tous les feux étaient ouverts. C'est joli. Et il va donc faire ses chansons, ses textes. Et De Gaulle, il va le rencontrer le 6 juin. Le 6 juin, à midi, lorsque De Gaulle vient faire son discours après le débarquement du jour J. Et il lui dit... Ah oui, 44, le 6 juin 44. 6 juin 44. C'est ça, oui. Et De Gaulle lui dit: ah, monsieur Pierre Dac, je suis content de vous voir. Et Pierre Dac fait: moi aussi, mon général, si vous êtes là, c'est que tout va bien. C'est joli. Parlons à l'époque de cette violente joute verbale qu'il a opposée à Philippe Henriot, qui était à l'époque donc éditorialiste à Radio Paris et ministre du gouvernement Laval. Il se trouve que Pierre Dac, un jour, on lui demande: on ne peut rien faire contre Henriot, on n'y arrive pas, essayez quelque chose. Et il s'est réfléchi, il dit: si je fais quelque chose, ma femme qui est à Paris va être arrêtée,
Parce que sa femme était restée à Paris. Elle était restée à Paris, elle était catholique. Ouais. Et mon devoir, c'est de faire quelque chose. Il a commencé à attaquer Henriot. Et Henriot a répondu un jour, il en avait marre, il a pris des renseignements sur Pierre Dac. Mais de mauvais renseignements. Et pour lui, Pierre Dac, c'était un juif arrivé en France quelques mois plus tôt et qui devait repartir. Et Henriot a attaqué Pierre Dac avec un éditorial où il dit, mais qu'est-ce que monsieur Pierre Dac peut connaître de la France? Ce juif peut connaître de la France. Et Pierre Dac répond le lendemain par un texte, bagatelle sur un tombeau, une évocation de Céline. Un massacre de Céline. Oui. Exactement. Et ce texte est aujourd'hui dans les écoles, car c'est une leçon. Il dit, moi, la France, ce que ça représente, eh bien, allez au cimetière Montparnasse, voyez une tombe à la 6e rangée. Cette tombe, c'est celle de mon frère, mort pour la France à l'âge de 28 ans, pendant la guerre de 14. Il dit, voilà ce que ça représente pour moi, la France. Sur votre tombe, monsieur Henriot, il y aura écrit, mort pour Hitler, fusillé par les Français. Et 2 mois et demi plus tard, Philippe Henriot est abattu par des résistants. C'est vrai, et je rappellerai toujours cette chanson qui a été très forte sur Radio Paris. Donc, on disait Radio Paris-Mans, Radio Paris-Mans, Radio Paris est allemand. Cette chanson, c'est qui ça? C'est Maurice Van Mopes et Jean Oberlé, 2 dessinateurs qui sont arrivés à Londres au début et qui, dans un taxi, en écoutant la cucaracha, ont pensé à Radio Paris-Mans, Radio Paris est allemand. Ah oui, alors fin août 44, Pierre Dac rentre à Paris. Son retour ne va pas être très facile, Jacques Pessis. Que fera-t-il précisément? D'abord, il est correspondant de guerre et il va interviewer sur le front. Il va aller jusqu'au bunker d'Hitler. Il va notamment rencontrer Leni Riefenstahl, la muse d'Hitler, à qui il dit la réalisatrice de tous les films. Madame, qu'est-ce que vous avez fait pendant la guerre? Et elle va répondre très sérieusement, pendant la guerre, j'ai été malade. C'est quand même très fort. Et après, il arrive, et puis, alors qu'il a été un héros, les portes de la radio se ferment. Personne ne veut de lui. Ceux qui n'ont rien fait sont là, et les places sont prises. Et il dira à ce propos, les véritables résistants sont les résistants de 1945, parce que pendant 5 ans, ils ont résisté à leur désir de faire de la résistance. Ah, joli. Eh oui, et son activité de résistant, justement, a été reconnue officiellement par De Gaulle. Ah bah, il a eu la Légion d'honneur, une lettre de Gaulle, et ça l'a tellement marqué que chaque fois qu'il entendait la Marseillaise, il enlevait son chapeau, et il se mettait au garde à vous, il essuyait une larme. Ah oui, attendrissant, émouvant. Après la guerre, l'os à moelle a continué? Oui, ça a été l'os libre, mais les temps avaient changé et l'os libre était trop politique. La loufoquerie n'existait plus. On avait besoin d'autre chose. La loufoquerie, c'était la joie d'avant-guerre. Et Pierre Dac a connu quelques années difficiles jusqu'à une rencontre qui a changé sa vie. Cette fameuse rencontre avec Francis Blanche, qui était à l'époque un très jeune humoriste, Jacques Pessis. Oui, il avait débuté en traduisant des chansons pour des éditeurs, notamment Vive le vent, Étoile des neiges. Vive le vent d'hiver, oui. C'est Francis Blanche qui a écrit les paroles. Ouais. Et puis, il est fan de Pierre Dac, et un jour, Pierre Dac entend à la radio un sketch sur les mines de rien, des mines en profondeur où il n'y a rien. Il est fou de rage parce que ce sketch, il l'a écrit pour l'os à moelle 10 ans plus tôt. Et il va voir l'auteur au Théâtre La Bruyère, qui joue les Branquignoles, c'est Francis Blanche. Il l'insulte, et l'autre l'insulte. On se dit, on va ramasser les morceaux dans quelques instants. Et finalement, ils vont devenir non seulement les meilleurs amis du monde, mais le père et le fils spirituel. Ouais. Car Francis Blanche va devenir le fils spirituel de Pierre Dac et va l'aider à toucher une nouvelle génération et va lui présenter ses copains. Et ça va être le début d'un duo mythique des années 50. Eh oui, effectivement, les années 50 seront vraiment marquées par ce duo. Et leur fameux Parti d'en rire. On en écoutera un instant un extrait sur Sud Radio. Restez avec nous, on revient dans quelques instants après cette petite pause. Sud Radio, la culture dans tous ses états. André Berkoff, Céline Alonso. Oui, notre parti d'en rire. Oui, c'est le parti de tous ceux qui n'ont pas pris de parti. Notre parti d'en rire. Oui, c'est le parti de tous ceux qui n'ont pas pris de parti. Parti pris, nous avons pris le parti de prendre la tête d'un parti. Toujours reprendre l'opéra et tout. Et oui, l'hymne du Parti d'en rire sur le boléro de Ravel. Le brasero de Ravel. Pardon, le brasero de Ravel, effectivement. Le bras d'héros, le bras d'honneur, t'allais dire. Hein, c'est ça. Ce parti, en fait, Pierre Dac et Francis Blanche l'avaient lancé le 6 mars 1949 sur Paris Inter, qui était le France Inter d'aujourd'hui en quelque sorte. André, on pourrait relancer ce parti pour 2020.
2027, Mais non, non seulement on pourrait, mais on devrait le lancer. Le trop problème aujourd'hui, c'est vrai, les gens sont tellement coincés, en tout cas dans la doxa officielle, qu'on ne dit plus rien. Attention, ne parlez pas de celui-là. Quand on voit ce qu'avaient Francis Blanche et Pierre Dac, l'insolence, en pleine insolence amusée, l'insolence pas haineuse, pas méchante, mais formidablement française. Et aujourd'hui, vraiment, les gens ont peur de dire un mot parce qu'ils disent oulala, comment ça va être pris par X ou Y ou Z. Je vais juste dire quelques phrases de Pierre Dac, c'est magnifique. Et on pense à nos amis. Allez, là, c'est à l'intention de François Bayrou. Si gouverner, c'est prévoir, c'est voir de loin. Ne serait-ce que pour y regarder ensuite de plus près. Vous entendez, François? T'entends? Et d'une manière. Le 1er mai, les accidents de repos devraient être pris en charge par la sécurité sociale. Et alors, celle-là, magnifique, absolument formidable. À l'intention du prince qui nous gouverne. Avez-vous remarqué que lorsqu'un homme d'État se félicite de certains résultats obtenus, il est à peu près le seul à le faire? Mais quelle actualité! C'est ça qui est formidable. Vraiment, il faut lire, regarder, réécouter Pierre Dac. Et il est souvent trop tôt pour savoir s'il n'est pas trop tard, disait-il aussi. Il est permis de dépasser les bornes à condition toutefois de rester dans les limites. Jacques Pessis, revenons à ce duo mythique Francis Blanche, Pierre Dac. Comment ce duo s'était-il réellement formé à l'époque? Par cette rencontre justement où Francis Blanche est allé au secours de Pierre Dac qui ne faisait plus rien, et ils ont vraiment totalement collaboré ensemble. Il y a eu des sketchs, il y a eu des feuilletons signés Furax bien entendu, et ils ont fait de la scène aux Trois Baudets, un spectacle qui s'appelait Sans issue. Le titre était né parce qu'il y avait écrit au fond de la salle Sans issue. Et dans ce spectacle, on débutait Darry Cole au piano, et puis un garçon qui était dans la salle et qui montait sur scène en hurlant en disant c'est un scandale. C'était un numéro préparé, c'était Robert Lamoureux. Et Raymond DeVos également a débuté aux Trois Baudets. C'est une génération. Et Jacques Canetti à l'époque. Jacques Canetti le dirigeait. Il avait créé ce théâtre. Les Trois Baudets, c'est parce qu'il y avait eu les deux d'un côté, les Trois Baudets de l'autre. Et il a vraiment donné sa chance à des tas de gens. Et Dac et Blanche ont fait un tabac. Ils ont fait 700 représentations pleines tous les soirs. Et oui, et leurs sketchs, on peut dire qu'aujourd'hui, ils n'ont vraiment pas pris une ride. Écoutons l'un des plus célèbres, la voyante Madame Arnica. Eh bien, mesdames et messieurs, je vais avoir le plaisir de vous proposer une petite expérience de transmission de pensée que je vais réaliser devant vous sans aucune espèce de trucage grâce au don de voyance de Madame Arnica. Madame Arnica, la plus célèbre des voyantes, surnommée partout et ailleurs encore l'extra-lucide de Normandie. Voici Madame Arnica. Approchez, Madame Arnica. Elle est charmante. C'est un petit bijou d'amour, non? Madame Arnica, passons aux choses sérieuses. Souriez. Souriez mieux. Très bien. Madame Arnica, vous êtes en transe? Parfait. Alors vive la transe. Madame Arnica, alors répondez brièvement, n'est-ce pas? Mais répondez vite. Voulez-vous me dire quel est le signe zodiacal de monsieur? Monsieur est placé sous le signe zodiacal du lion et du slowfox à poil dur. Oui. Quel est son caractère? Impulsif et simultané. Oui, et son avenir? Monsieur a son avenir devant lui, mais il aura dans le dos chaque fois qu'il fera demi-tour. Ah ben voilà, ça c'est très clair, n'est-ce pas? Ce sketch est donc né sur la scène des Trois Baudets. Pardon, Céline. Oui, Pardon, André, allez-y. signaler. Attention, c'est la première expérience trans au music hall. Exactement. Il faudrait l'appeler. C'est Pierre Dac devenu Madame Arnica, bien avant les transgenres qu'on évoquait dans l'émission. Voilà, la première expérience trans, Francis Blanche, Pierre Dac, a signalé d'une pierre blanche. Et oui, il se trouve que Madame Arnica, au départ, c'est une parodie de Mir et Miroska, qui sont les mentalistes de l'époque, avec un numéro de transmission de pensée. Ce sketch a été créé aux Trois Baudets, et dans un cabaret qui s'appelait le Pot-au-Fou, qui était dirigé par Jean Carmet, et qui a fermé très vite parce que Jean Carmet confondait la caisse et les boissons. Donc ça s'est très vite arrêté. Et puis en 60, c'est devenu le Tsar Rabindranath Duval, avec Francis Blanche qui était monsieur Papa Macavros Steno Constantine Vézélar-Garopoulos, parce que ça faisait une ligne sur la machine à écrire, et c'est devenu un classique que tout le monde connaît aujourd'hui. Ah oui. Et oui, et sur cette scène, effectivement, des Trois Baudets, de nombreux célèbres jeux de mots de Pierre Dac sont vraiment nés, Jacques Pessis. Psycho, toujours
tu m'intéresses, la répression des fraudes, la devise du vrai politicien, c'est bon à tout, propre à rien. Ça reste vrai. Parlons à présent de cet objet qui ne sert absolument à rien et qui ne peut servir, qui peut servir à tout, à savoir le schmilblick. C'est lui qui l'a inventé en fait. Oui, au départ c'est un sketch des frères Jules et Raphaël Fauderche. C'est un appareil. Il s'appelait pas vraiment Fauderche. Non, il s'appelait Fauderche. C'est un gag. C'était un gag, c'était un faux appareil. Fauderche. Les frères Fauderche. Et c'est un appareil à base de propantère de notification. C'était une parodie d'objets scientifiques. Et c'est un sketch qu'il a créé en 51 qui a eu un énorme succès. Et quand Guy Lux a choisi de faire un jeu à la télévision, avec Jacques Antoine, il cherchait un mot et il a donné l'autorisation à Pierre Dac d'utiliser le mot schmilblick. Ah, c'est Guy Lux qui l'a. Absolument. Et c'est comme ça que le mot est rentré dans le langage courant. Ouais. Ah oui, on peut dire qu'il était vraiment avant-gardiste, Pierre Dac, Jacques Pessis. Complètement, parce que le schmilblick ensuite est devenu le biglotron, qui est un schmilblick avec bidule, et ce sont du professeur Slalom Jérémy Méderlache, et ça a touché aussi toute génération. Il était avant-gardiste dans toutes les situations. Oui. Est-ce que c'est lui qui a inventé le fameux spam? Oui, pendant la guerre, les spams à Londres étaient une sorte de nourriture absolument infâme, et il a fait un texte dans le journal France pendant la guerre où il a écrit le mot spam. Spam. Incroyable. Parlons aussi du fait qu'il a été quand même le premier humoriste français candidat à la présidentielle. C'était en 1965. Il était face à De Gaulle, Mitterrand et Le Canuet. Il avait même créé son propre parti, le MOU. Oui, le mouvement ondulatoire unifié, dont la devise était « Les temps sont durs, vive le mou ». Et il voulait se présenter effectivement contre le général de Gaulle. C'était la première élection au suffrage universel. Oui, tout à fait. Et il avait constitué un comité où il y avait Jean-Yann, Jacques Martin, René Goscinny et quelques autres. Il y avait eu une conférence une conférence de presse à l'Élysée-Matignon, la grande discothèque à la mode, et on avait demandé notamment à Pierre Dac, on lui avait dit: Monsieur le Président, que comptez-vous faire pour le ministère de l'Éducation nationale? Et il a répondu: il me semble urgent d'en créer un. C'est toujours d'actualité. Et je rappellerai, c'était 15 ans avant la candidature de Coluche. 15 ans avant, oui. À l'élection présidentielle de 80. Mais il a pu aller jusqu'où dans cette démarche? Il a tenu quelques mois et puis un jour l'Élysée, enfin non pas De Gaulle, mais un conseiller de l'Élysée a trouvé ça pas drôle. À l'époque, ça surprenait. Et on lui a demandé au nom de Gaulle d'arrêter. Et par respect pour l'homme du 18 juin, il a arrêté. Et il a dit: écoutez, je vois que monsieur Tixier-Vignancourt, qui était l'extrême droite, se présente. Il y a plus loufoque que moi, je n'ai aucune chance, j'arrête. Eh oui. Et 10 ans après, effectivement, cette candidature, eh bien, il décède le 9 février 1975 et il dira de la mort: c'est le résultat d'un défaut d'éducation puisqu'elle est la conséquence d'un manque de savoir-vivre. Jacques Pessis. Oui, il a dit aussi qu'il est allé voir l'au-delà de plus près avec son sommeil de myope et ses yeux de myope. Est-ce que, alors, juste une question, parce que moi je l'emploie très souvent, et Jacques, vous allez effectivement trancher, est-ce que c'est lui qui a dit: je préfère le vin d'ici à l'au-delà? Oui, bien sûr. C'est de lui. Bien sûr. Il y a plein de formules de Pierre Dac qui sont rentrées dans le langage courant et qui sont aujourd'hui très connues. Il disait: il vaut mieux hériter à la poste que passer à la postérité. Et moi, je fais tout depuis quelques années pour montrer le contraire. Mais alors, il utilisait, donc il y avait un côté calembour, contrepétrie chez lui ou pas? Pas tellement. Non, pas de contrepétrie. Il travaillait ses textes pendant des semaines et des semaines. Il refaisait 20 versions en recopiant à la main. Moi, je me souviens qu'un jour, il m'a dit: il y a quelques années, j'ai écrit celui qui est parti de rien pour n'arriver à rien n'a de merci à dire à personne. Oui. C'est pas exact. Il faut dire celui qui est parti de zéro pour n'arriver à rien n'a de merci à dire à personne. Mais il travaillait ses textes, il travaillait énormément. J'ai des versions de textes refaites 10 fois. Oui, c'était pendant des nuits écrit, entières, c'était parfaitement écrit. C'était un littéraire. Oui. Il lisait beaucoup, il lisait beaucoup. Depuis l'enfance, il adorait lire. Il adorait la langue française. Il était un grand défenseur de la langue française. Et c'est aussi une des raisons qui me pousse aujourd'hui à le défendre et à le faire connaître à la nouvelle génération, parce que c'est un exemple de défense de l'humour et de la langue française. Tout à fait. Et oui. Et ce qui est joli à propos de ces formules, il disait ceci: le plus beau compliment que l'on puisse me faire, c'est de me dire: c'est complètement con, mais c'est vrai. Oui, c'était un observateur du quotidien.
Et oui. C'est intéressant. En fait, dites-moi, parmi juste sa filiation, est-ce qu'on peut dire, ça n'a rien à voir, mais Michel Audiard fait partie de la filiation, à votre avis, non? Non, Raymond DeVos fait partie de la filiation. Pierre Desproges, Coluche, bien sûr, et les Nuls. Ce sont des descendants de Pierre Dac qui sont inspirés de son humour. Les Nuls aussi. Les Nuls aussi. Les Nuls aussi, il y a une sorte d'absurde. Et Goscinny aussi le considérait comme un maître. Et Jean-Yann aussi le considérait comme un maître à l'époque. Eh oui. On peut dire que derrière son humour loufoque, il y avait une certaine mélancolie. Quelles en étaient les raisons, Jacques Pessis? Il était dépressif en un temps où la dépression ne se soignait pas. C'était pas la déprime, c'était une sorte d'araignée qu'on avait dans la tête. Il fallait attendre que ça passe. La raison était double. C'était la mort de son frère en 1915. Comment peut-on avoir tant de haine dans cette société, dans ce monde, disait-il. Et puis le fait d'avoir été délaissé après la guerre. Son frère est mort pendant la guerre. Pendant la guerre, sur le front. Sur le front, dans une bataille. Et il s'en est jamais remis. Et puis le fait d'avoir été jeté après la guerre, alors qu'il avait fait tant de choses par la radio, ça l'a marqué aussi. Et il a eu pendant 8 ans une dépression nerveuse, mais il a tenté 4 fois de se suicider. Et heureusement, il était aussi adroit avec les mots que maladroit avec les lames de rasoir, et il s'est raté. C'est dingue, mais 4 fois, c'est 4 fois, oui. énorme. Il a tout essayé. Ouais. Et Francis Blanche, donc là, ça a aidé beaucoup la rencontre avec Blanche et le travail avec Blanche. Francis Blanche l'a sauvé, et après sa dernière tentative de suicide, donc où il a essayé de se tailler les veines, Francis Blanche lui a dit: venez vous reposer chez moi dans ma maison de vacances à Aise, il n'y a que des rasoirs électriques. Ah, c'est joli, oui, c'est effectivement. joli, Alors aujourd'hui, que reste-t-il de ce génie de l'absurde? Réponse dans un instant sur Sud Radio avec Jacques Pessis. Sud Radio, la culture dans tous ses états, André Berkoff, Céline Alonso. L'imbécile prétentieux est celui qui se croit plus intelligent que ceux qui sont aussi bêtes que lui. L'homme vraiment courageux est celui qui se couche à côté de son travail, il doit prouver qu'il n'a pas peur de lui. Celui qui dans la vie est parti de pas grand-chose pour en arriver à rien, n'a de merci à dire à personne. La véritable modestie consiste à ne jamais se prendre pour moins que ce qu'on estime qu'on croit qu'on vaut. Et oui, et ce n'est pas de Nietzsche, ce n'est pas de Pascal, ce n'est pas de Chamfort, André Berkoff, c'est de Pierre Dac, mais ça le vaut, et ça les vaut, André. Il paraît que pour donner encore plus de rigueur à ses pensées, Jacques Pessis, il a étudié les maths de Vaut, et il paraît que plus de rigueur, il a qu'à 60. Il a commencé, je me souviens très bien, à étudier les mathématiques, ça le passionnait, alors qu'à l'école, il était complètement nul. Et ça lui a donné une sorte de rigueur supplémentaire dans ses derniers textes. Mais justement, Jacques, je voudrais revenir un peu sur cette angoisse, sur ces tentatives de suicide, mais qui témoignaient. Est-ce que c'est un peu, on dit souvent, c'est dans les clowns, et pour moi c'est un immense compliment, que effectivement, plus on est humoriste, plus on a une angoisse, etc. Enfin, chez beaucoup d'humoristes, on le sait, ils sont très profondément pessimistes, angoissés. C'était le cas de Pierre Dac? C'était le cas. Il avait une particularité aussi, alors que après une soirée, un concert, un spectacle, tout le monde allait faire la fête. Il restait dans son coin et rentrait chez lui, tranquillement. Et en coulisses, tandis que les autres bavardaient, sauf de temps en temps, il était assis sur une chaise, il ne disait rien. Il avait une réflexion permanente et une angoisse existentielle qui, encore une fois, était liée à tous les problèmes familiaux qu'il avait connus. Et y compris la condition de juif, la guerre, tout ça, ça a joué, ça a beaucoup joué, ça a beaucoup joué. Un jour, pendant la guerre, il se retrouve dans un camp en Espagne. Donc, à l'entrée, le greffier lui dit votre nom, votre prénom, votre religion. Vous me répondez catholique ou sans? Il fait non, juif. Mais il faut répondre catholique ou sans. Tu veux que je te montre que je suis juif? Et le greffier a poussé un soupir et a écrit sans religion. Sinon, Pierre Dac aurait eu quelques soucis. Ah oui, c'est sûr. Et il défendait, il disait, mon humour est lié à l'humour juif, car nous avons 5000 ans d'avance. Ah. Oui. Alors Jacques Pessis, vous publiez aujourd'hui Pierre Dac, L'os à moelle avec le Gorafi aux éditions de Nimbus. Aujourd'hui, quand on lit le Gorafi, la filiation effectivement avec L'os à moelle est indéniable, on peut le dire ainsi. Oui, d'ailleurs, Sébastien Libus, le patron du Gorafi, m'a dit qu'il avait eu l'idée en lisant L'os à moelle, et moi je considère que le Gorafi est le petit-fils de L'os à moelle. On l'a reçu, le Gorafi. Exactement, ici, tout à fait. Et si j'ai fait cette édition avec eux, c'est parce que j'estime aujourd'hui
aujourd'hui qu'il est urgent de transmettre cette forme d'humour. L'humour d'aujourd'hui a besoin de s'inspirer de cette loufoquerie, de cet absurde, pour apporter encore un peu plus de joie dont on a besoin. Donc c'est pour ça qu'on a mélangé des textes de L'Os à moelle de 1938 à des textes du Gorafi d'aujourd'hui, et finalement, on a du mal à reconnaître l'un de l'autre. Alors justement, Jacques Pessis, parlons quand même d'un chapitre non négligeable, c'est le canular. Oui. Car on connaît Francis Blanche, et d'ailleurs, il faut évoquer aussi la mémoire de Jean-Yves Lafesse. Bien sûr. Qui nous a quittés très tôt, qui avait fait des canulars magnifiques, un peu, évidemment, beaucoup plus récemment. Mais alors, racontez-nous, est-ce qu'il y a des canulars historiques, je dirais D'abord, c'est vrai que Francis Blanche faisait des canulars sans arrêt. Incroyable. Il se baladait dans la rue avec au-dessus de sa voiture, sur le toit, marqué « Attention explosif ». Il se faisait arrêter par la police et il sortait 3 pétards de sa boîte à gants. Et avec Pierre Dac en faisait aussi. L'un des canulars favoris de Pierre Dac, c'était se promener dans la rue quand on ne le reconnaissait pas, avec des papiers blancs qu'il distribuait comme des tracts. Et il se avec cachait. des papiers blancs, il n'y avait rien dessus. Quoi. Rien. Ouais, et les gens, ils se cachaient et pleuraient de rire quand ils voyaient les gens qui considéraient qu'il n'y avait rien dessus. Et puis, il adorait aussi, dans un restaurant, se mêler de la conversation des autres. Ça, je l'ai vécu et c'est terrible. Vous dînez avec lui, et des gens arrivent, et tout en vous parlant, il dit « C'est à cette heure-ci qu'on arrive ?» Donc les gens sont surpris. Et il se mêle de la conversation pendant tout le dîner. Ah, les gens de table à côté. À la table à côté. Ouais. J'avais vu Jean l'autre jour, quel con celui-là. Les gens, en général, ne finissaient pas le dîner, et moi, je me mordais les lèvres. Et avec Francis Blanche, il a fait un jour un canular. Il dit à Pierre Dac dit, écoutez, Francis, j'ai des fins de mois difficiles, est-ce que vous pouvez me prêter 1 franc? 1 franc, c'est-à-dire 1 centime de l'époque. Oui, oui. Francis Blanche dit, ok, mais vous me le rendez le mois prochain. Et toutes les semaines, quand ils enregistraient leur feuilleton, Francis Blanche réclamait son centime à Pierre Dac, qui ne le rendait jamais et trouvait un prétexte. Et un jour, un huissier débarque dans le studio en réclamant la somme due par monsieur Pierre Dac à Francis Blanche. Et Pierre Dac, qui arrivait à pleurer naturellement, se met à fondre en larmes et à demander à payer son centime en plusieurs mensualités. Il paraît que l'huissier court toujours. Extraordinaire. Jacques Pessis, pouvez-vous nous lire quelques extraits, effectivement, du livre que vous venez de publier avec le Gorafi? Oui, parce que quand on voit exactement ce qu'a écrit L'Os à moelle et ce qu'a écrit le Gorafi, il y a des points communs. Par exemple, en 1938, dans L'Os à moelle, Pierre Dac constitue le premier ministère loufoque dont il est le président. Et il invente les dingots or. Qu'est-ce que c'est les dingots or? C'est le bitcoin d'aujourd'hui. Et puis, il change, naturellement, le ministère tombe à chaque fois. Et son principe, c'est d'abord, les ministères, pour les attribuer, on les tire au sort, ou on les joue au poker. Et ensuite, il dit, par mesure d'économie, eh bien, on ne va pas changer de ministre, on va changer de ministère. Et il invente des ministères totalement délirants, et les ministres restent les mêmes. On a l'impression d'être aujourd'hui. Il parle aussi du déficit de la sécurité sociale, et il dit qu'il va faire une visite officielle en plongeant dans le trou de la sécurité sociale, mais muni d'un scaphandre. Tellement il est profond. Aujourd'hui, il dirait gaz de schiste. Exactement. Le gaz de schiste. Et sur l'école dont on parle aujourd'hui avec l'éducation nationale, il dit c'est très simple, pour rentrer à l'école, le minimum à savoir, c'est compter jusqu'à 12. C'est toujours d'actualité aujourd'hui. C'est plus que jamais C'est extraordinaire. Aujourd'hui, que reste-t-il de Pierre Dac? Quand même une œuvre admirable. Il démontre aujourd'hui cette forme d'humour doit persister. Et quand on voit, par exemple, qu'il s'interroge déjà en 1938 sur le droit des femmes, en disant il dénonce une loi qui date du Code Napoléon, ce n'est qu'à partir de 22 ans qu'une femme a le droit de battre des œufs en neige avec un anorak. On se rappelle qu'il n'y avait pas que la femme n'avait pas droit à son carnet de chèques, ni sécurité, enfin, ni le droit de vote, bien sûr, c'était en 45, etc., etc. Mais il semble que tout ce qui est aujourd'hui dans l'actualité, quand on lit Pierre Dac, on sait parfaitement d'aujourd'hui. Il est dans les écoles aujourd'hui. On l'enseigne dans les écoles. On l'enseigne dans les écoles régulièrement. Je reçois des demandes régulières. Et les jeunes qui l'écoutent disent « Ah, on apprend le français ». Et j'ai fait lire cet Os à moelle à des jeunes qui disent « On savait pas, c'est très drôle ». Et mon but, justement, c'est de continuer parce que, encore une fois, l'humour de Pierre Dac ne fait que commencer. Alors justement, on sait combien de publications? Est-ce que vous avez chiffré, Jacques Pessis, vous qui êtes son légataire, on peut dire, est-ce que, je veux dire, entre ses écrits, ses enregistrements, tout ça, c'est une œuvre
qu'on peut dire considérable. Je ne Considérable. parle pas de la qualité, je parle de la quantité. La quantité est considérable parce qu'il y a des feuilletons. Il y a plus de 2000 épisodes de feuilletons. 2000 épisodes. 2000 épisodes. Il y a une douzaine de romans. Il y a 150 numéros de L'Os à moelle. Et il y a des sketchs, il y en a à peu près 400. Et il y a des chansons. Et parmi les chansons, parce qu'il en a écrit beaucoup, il y en a à peu près 400 d'inédites. Et une pièce de théâtre qui s'appelle Le suicide de Philémon Bossuet et qui est un suicide électronique. C'est intéressant, vous dites qu'il y a 400 chansons inédites. Oui. Mais il faudrait peut-être que certains, ou chanteurs ou interprètes, les reprennent. Enfin, en tout cas... Tout est possible. Tout est possible, Exactement. effectivement. Et alors, dites-moi, qu'est-ce qui se prépare comme manifestation et autres pour les 50 ans? C'est quand exactement? C'est d'ailleurs dimanche, André. C'est ce dimanche. Dimanche, et le 9 février, je serai à Châlons-en-Champagne, parce qu'à Châlons-en-Champagne, on va célébrer ses 50 ans devant sa maison natale, qui est au 70 rue de la Marne. À Châlons-en-Champagne. À Châlons-en-Champagne, avec des associations Pierre Dac, où il y a à la fois des anciens et des jeunes. Et puis, il y a un projet de spectacle qui s'appelle L'être ou ne pas l'être, à partir d'une fausse correspondance de Pierre Dac entre Joseph Isidore Podmurge et Léon la migraine, et qui est prête et qui doit être jouée au théâtre. Et il y a encore d'autres projets de fiction. Mais encore une fois, le but, c'est de développer cet os à moelle avec le Gorafi et de faire cette transmission le plus vite possible, et que les jeunes, à travers Internet notamment, on va mettre plein de posts, plein de formules de Pierre Dac sur Internet, découvrent que finalement, cette forme d'humour... Est-ce que vous faites un site Pierre Dac? Il y a pas de site. Déjà. Il y a plusieurs sites Pierre Dac, mais il y aura pas vraiment un site Pierre Dac, mais il y aura sur Internet régulièrement, en fonction de l'actualité, des pensées et des formules adaptées à l'actualité intemporelle. Ah oui, et demain, la Poste lui rend hommage en éditant un timbre à son effigie. Oui, et il y a un timbre Pierre Dac qui sort, qui sort le 9 février, qu'on présente demain en avant-première, le 7 février. Et il y a à la fois sur ce timbre la radio et il y a le résistant, parce que c'était ces deux facettes très différentes. Et oui, André, citez encore quelques pensées de Pierre Dac, notamment, je vais vous en dire une, pourquoi payer ses impôts sur le revenu? Il vaut mieux attendre qu'il reparte. Ceux qui prétendent que l'argent n'a pas d'odeur auraient intérêt à consulter un expert spécialiste de l'odorat financier. Et Francis Blanche avait fait un canular, justement, il devait payer ses impôts. Il a donc réuni une série de pièces de 10 centimes dans un sac chez lui. L'huissier est venu pour les chercher, c'était très lourd. L'huissier, dans l'escalier, est tombé, le sac s'est cassé, et il a dû ramasser les pièces de 10 centimes une par une. Ça, c'était légal à l'époque. Pur, effectivement. Autre pensée, les pommes sautées par la fenêtre sont des pommes de terre qui se suicident. Tous les goûts sont dans la nature, même ceux qui sont contre. Il faut se méfier des restaurants qui annoncent en devanture « Ici, on mange comme chez soi ». Si c'est pour manger comme chez soi, ce n'est pas la peine d'aller ailleurs. Mais c'est intemporel. Et c'est vrai que Pierre Dac a toujours eu les jeunes avec lui. En 1938 avec L'Os à moelle, en 65 quand il a repris L'Os à moelle, et moi je me souviens à la fin de sa vie, quand il a fait son dernier Bobino avec Francis Blanche, il y avait beaucoup de jeunes dans la salle qui le découvraient. Donc c'était quand son dernier Bobino? 74, juste avant sa disparition. Juste avant sa mort. Juste avant sa mort. Et ils avaient fait un mois à Bobino archi complet avec les anciens et les grands-parents qui avaient amené les petits-enfants. Et je suis encore convaincu aujourd'hui que ces petits-enfants se souviennent de ça et transmettent. Alors, attendez, 75, c'est intéressant. Est-ce qu'il a revu, j'ai une question, mais peut-être jamais, est-ce qu'il a revu De Gaulle, peut-être avec l'occasion de réception? Il n'a jamais revu De Gaulle. Jamais, il était même opposant politique à De Gaulle, mais... Pourquoi? Parce qu'il était de gauche? Il était de gauche, et il le revendiquait, mais il a toujours défendu l'esprit de De Gaulle, l'esprit de 40, qui était essentiel à ses yeux. C'est pour lui, le grand De Gaulle, c'était l'homme de 18 juin. Complètement, c'est pour ça qu'il est allé à Londres et qu'il a fait 3 ans et demi de prison. Oui, c'est ça, 3 ans et demi en Espagne, il faut le rappeler. Et c'est intéressant, non mais c'est très important qu'on le remette effectivement, et je voudrais juste qu'on reparle un peu, parce qu'on est passé un peu rapidement. Vous avez dit sa descendance, ce serait Jean-Yann, ce serait Desproges, ce serait Coluche quand même quelque part? Desproges et Coluche, je les ai présentés à Pierre Dac un jour, dans mes jeunes années, et ils étaient aussi timides les uns que les autres. Et c'est vrai que Desproges a toujours dit qu'il s'est inspiré de l'esprit loufoque de Pierre Dac, cette façon de tourner les mots, parce Pierre Desproges, comme Coluche, avait une sorte de culture littéraire, un goût du jeu de mots et de la construction des mots. Et ça, c'était essentiel. Et qu'en pensait Raymond DeVos? Raymond DeVos m'a toujours dit que son livre de chevet, c'était les pensées de Pierre Dac. Et lui
lui aussi jouait avec les mots pendant des nuits et des nuits pour écrire ses sketchs. Complètement. Oui, en fait, c'est ça. C'est ce qui les rassemblait, c'est vraiment l'amour des mots. Parce L'amour que lui, des c'est mots. ça. Ouais. Mais quand on découvre aujourd'hui l'os à moelle, par exemple, dans ce recueil, on parle des économies de la France. C'est d'actualité. Il dit il faut faire des économies au ministère de la Justice. Il faut commencer par remplacer la magistrature debout et la magistrature assise en supprimant les sièges de la magistrature assise. Ça fera une grosse économie. Et c'est toujours d'actualité. Ah ben c'est une actualité même sanglante, si je peux dire. Non, mais en même temps, dites-moi, il a jamais été membre d'un parti politique ou affiché. Jamais. Non, jamais. Jamais. Il s'est toujours refusé à faire ce genre de choses. Il écrivait dans son coin et il défendait par l'humour la société et tout ce qu'elle représentait. D'accord. Et il est resté dans le domaine de l'humour. Un exemple, pendant la guerre, donc il se retrouve en prison en Espagne. Il repart en France et il est jugé à Céret, près de Perpignan, et le juge lui dit, mais monsieur Pierre Dac, pourquoi avoir voulu quitter la France? Or il dit, monsieur le juge, c'est très simple, il y avait 2 personnes célèbres en France, le maréchal Pétain et moi. La France a choisi Pétain, j'ai plus rien à faire ici. Et le juge a ri et lui a donné le minimum 1 mois de prison. Ça aurait pu très mal se terminer. Oui, mais c'est sûr. Et c'était ça. Et dites-moi, après, quand les années 45, 50, tout ça, où il y avait l'existentialisme, Saint-Germain-des-Prés, tout ça, il n'a pas du tout participé à ça. Jamais. Il m'a même dit, je n'ai jamais lu Alphonse Allais, je n'ai jamais lu... Il connaissait Guitry, bien sûr. Alphonse Allais, il connaissait pas. Il ne connaissait pas, il ne l'a pas lu. Il a vraiment fait tout dans son coin, en écrivant jour et nuit, en fumant cigarette sur cigarette, ce qui ne serait plus possible aujourd'hui, mais ça lui a permis de faire un tabac. C'est joli. Voilà, ça c'est la filiation véritable de Jacques Pessis et Pierre Dac. Jacques Pessis, merci d'être venu dans La Culture dans tous ses états sur Sud Radio. Je rappelle que votre livre Pierre Dac, l'os à moelle avec le Gorafi est paru aux éditions Omnibus et que les pensées de Pierre Dac sont rééditées au Cherche Midi. Vous avez étoffé avec d'autres pensées. C'est un best-seller depuis quelques années, votre livre. Depuis 1972. Au départ, c'était aux éditions Saint-Germain-des-Prés, un petit livre tiré à 2000 exemplaires et c'est devenu un classique, comme les textes de Pierre Dac. On vous retrouve ce soir à 21h sur Sud Radio dans Les Clés d'une vie. Quel sera votre invité, Jacques? Paul de Wardre, qui a fait Les hommes viennent de Mars et les femmes de Vénus, mais on ne connaît pas son parcours, ce qu'il a fait avant. Il a fait des tas de choses et on le raconte ce soir dans Les Clés d'une vie. Très bien, et ce sera le mont de Vénus, effectivement, pour rendre hommage à Pierre Dac. Et merci, et puis je dirais, comme dirait Pierre Dac, à la prochaine, si toutefois c'est là que vous descendez.